Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h05 et nous sommes en direct sur Radio M. Et j'ai le plaisir ce soir d'avoir pour la première fois avec nous au Café Presse Politique Abdelkrim Zrilech, plaisir pour moi, qui est l'éditeur de Radio Sarbacane et qui a été incarcéré, mis en liberté depuis le 18 décembre. 18 décembre, exactement, oui. Bienvenue Abdelkrim. Merci beaucoup, plaisir pour moi. J'ai aussi le plaisir de retrouver Saïd Jaafar. Bonsoir. Bonsoir Hassan Wali. Bonsoir. Bonsoir Abed Chaleur. Bonsoir. Bonsoir Ihsan. Bonsoir. Qadi Ihsan. Alors, quelle est l'image qui vous a marqué? Je vais commencer par toi, Saïd. Je pourrais parler de Turquie, ça ferait un débat entre moi et toi. Hein. Parce que tu étais en vacances en Turquie, c'est ça? C'est très bien, les gens devraient aller voir la Turquie pour comparer entre notre immobilisme et le dynamisme, même s'il n'est pas extraordinaire, de la Turquie. Sinon, pour l'événement de la semaine, je choisis le ministre des Affaires religieuses qui a entendu Adel Tabilal. Bon, je ne sais pas comment il l'a rêvé ou l'a battu par Twitter, mais l'Antiquité. Voilà. Quelle est l'image pour toi de la semaine? Pas exactement une image. Nous sommes à 3 mois de la présidentielle et on ne sait absolument pas qui sera candidat, comment ça va se passer, qui va affronter qui. On est dans une situation incroyable. Absolument. Hassan Wali. Moi, ce qui retient mon attention cette semaine, c'est la Tunisie qui célèbre l'an 8 de sa révolution démocratique. Malgré toutes les difficultés économiques et sociales, la Tunisie, grâce au génie politique de ses dirigeants, a réussi un processus qui était difficile, qui était très complexe, dans un environnement, j'allais dire, hostile, mais c'est une preuve que la mobilisation, l'insurrection citoyenne peut conduire à la construction des États, jeter les fondements d'un État sérieux. Et je pense que la Tunisie sera le pays qui va être pour les 50 prochaines années, qui va être le modèle, même si je n'aime pas trop les modèles, le modèle d'un État sérieux, d'un État pérenne qui se met en place dans la région, grâce à sa révolution. Oui, Hassan, on souhaite bon anniversaire à la Tunisie, seule démocratie du monde arabe. Ihsan, ton image de la semaine? Le chaos qui est en train de souffler sur l'Europe avec le hard Brexit. Oui. Le vote du Parlement britannique, ça c'est une histoire de référendum. C'est tout le génie politique des Tories, de James Cameron, qui a voulu consolider sa position à la tête des Tories avec un référendum pour donner le change à l'aile eurosceptique de son parti, et qui a emporté la Grande-Bretagne dans un véritable chaos. Aujourd'hui, plus personne ne sait où va aller la Grande-Bretagne. Et je recommande à ceux qui veulent aller s'installer en Grande-Bretagne de ne pas y aller. Abdelkrim, est-ce que tu veux aller t'installer en Grande-Bretagne? Non, moi je suis en Algérie, pour moi c'est décidé ça. C'est ici que ça se passe. Allez, ton image de la semaine? Si vous permettez, moi je vais donner une image du mois. J'ai rarement l'occasion de tricer, donc je peux gagner un peu de temps. On sent que ça va remonter à I'adat Tarbiya. Ça va remonter à I'adat Tarbiya, tout autour de I'adat Tarbiya. Jusqu'à Bilal. Voilà. Non, passe pas quand même, passe pas. C'est une photo qui a été prise au tribunal de Constantine quand j'étais en plein marasme. C'est sur cette photo-là, il y avait un certain nombre d'opposants politiques, d'activistes, Bouchechi, Boumela, un nombre assez important d'opposants. Le truc, c'est qu'on a rarement l'occasion de les voir tous réunis en dehors d'Alger.
Oui. Ces gens-là sont toujours, on a vraiment rarement l'occasion de voir tous ces gens-là dans un seul endroit en dehors d'Alger. Et une fois que je suis sorti, j'ai vu cette photo-là, j'étais quasiment fier quelque part, j'étais fier de les avoir déplacés. En dehors d'Alger, pas les avoir réunis, les avoir réunis en dehors d'Alger. Vous savez ce qu'il faut faire pour les réunir de nouveau. Non, c'est parce que... Donc cette image-là m'a vraiment marqué. Non, on te souhaite pas de recommencer. Est-ce qu'on a une date pour ton procès? Tu attends un procès, n'est-ce pas? Oui, mais la date, elle n'a pas été fixée. D'accord. On n'a pas la date. Les avocats, ils me disent, ça peut être fixé pour demain, comme ça peut être fixé pour 2022. D'accord. Alors, en parlant de date, comme rapporté par l'APS, le président Abdelaziz Bouteflika a signé hier mardi 15 janvier 5 décrets présidentiels, des décrets de coopération avec d'autres pays. Et ce, alors que les analystes politiques et ceux parmi les Algériens qui s'intéressent à l'élection présidentielle attendent la signature du décret convoquant le corps électoral. Voilà où nous en sommes donc dans cet énième épisode de la chronique préélectorale algérienne de 2019. Même un geste aussi clairement codifié par la loi, qui devrait se faire de manière mécanique, est aujourd'hui sujet à des suppositions qui alimentent la théorie du report d'élections. Alors, en attendant donc que les juristes et analystes se mettent d'accord ou que le président décide de convoquer le corps électoral, que s'est-il passé cette semaine? Nous remarquons que le général Ali Rdiri n'a toujours pas annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, mais tout comme lui, Mouloud Hamrouche, chef du gouvernement algérien de 89 à 91, a publié cette semaine un texte dans El Watan. On va revenir, je crois, un peu longuement sur le texte de Hamrouche. Beaucoup de gens parmi moi sur ce plateau veulent en parler. Mais d'abord, on va commencer par cette question de la convocation du corps électoral. Fatiha Ben Abou a dit à TSA que la date butoir c'était aujourd'hui, qu'il fallait que ce soit. Moi j'ai l'impression qu'elle se trompe. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais la Constitution dit que le mandat d'un président commence après la prestation de serment. Exact. La dernière prestation de serment s'est faite le 28 avril 2014. Ouais. Donc, a priori, si c'est pas demain, ils peuvent l'annoncer demain, la convocation du corps électoral, ça sera dans une semaine. Ouais. Bon, en principe, il n'y a pas trop matière à spéculer. Le dispositif du 5e mandat est mis en place et je pense pas qu'il y a trop de... Voilà. Le 16 avril n'est pas une date canonique. Parce que si on prend 2009, l'élection a eu lieu le 8 avril. Oui. Et puis en 2014, elle a eu le 17 avril. Si on suit Madame Benabou, ça veut dire que on aurait dû avoir l'élection le 7. Oui. Voilà. Donc ce n'est pas la règle. En 2014, il y a eu 2 tours, donc c'était pas pareil. Comment? En 2014, il y a eu un deuxième tour, donc c'était pas pareil. Voilà, deuxième tour. Il n'y a pas eu deuxième tour. Tu es sérieux? C'était une blague. On rêve d'un deuxième tour. On est réduit à ça. Non, mais c'est vrai que, légalement, ils peuvent convoquer le corps électoral le 24 janvier. C'est-à-dire, voilà, le 24-25. La Constitution 90 jours avant la tenue de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, tous les délais sans respect, pourrait avoir lieu le 25 avril 2019. Voilà. Donc, on est dans les délais sur ce plan-là. Ok, donc il n'y a pas vraiment de suspense, on peut passer au non, texte. juste une chose par contre qui est pas du tout dans la légalité constitutionnelle, c'est l'installation du Sénat. Oui. La Constitution oblige à ce que soit installé le 15 janvier. Dépasser ce délai, on est en dehors de la Constitution. D'accord, donc il y a quand même un dépassement de... Oui. D'accord. Il y a quand même un autre dépassement. Un énième. Donc c'est un pays qui fonctionne selon les commodités du pouvoir, pas selon la loi ni selon la Constitution. On est d'accord. Et donc on est tout le temps à cheval on navigue entre une analyse qui se base sur la loi, la Constitution, mais on oublie le reste. On oublie qu'on a failli aller vers une conférence nationale pour manger le mandat de M. Bouteflika. Oui. Donc voilà, c'est le pouvoir s'accommode, essaye d'arranger la situation selon ses propres besoins.
Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que ça vous étonne. Ça a toujours été le cas, je crois, non? Vous êtes beaucoup plus... Toujours été le cas, oui, non. Il y avait un formalisme quand même, même du temps du parti unique. À partir d'un certain moment donné, on va dire la deuxième moitié des années 70, les années 80, le pays s'est installé dans un formalisme. On peut ne pas l'accepter. Mais l'élection présidentielle, il y avait, il y avait des mécanismes qui étaient, pas aux années 70, qui étaient respectés. 2000 Non, mais depuis l'élection d'Abdelaziz Bouteflika. On n'est pas surpris, mais si tu veux, par esprit de pédagogie, il faut toujours rappeler ce que la loi dit. C'est-à-dire, ça permet de montrer comment fonctionne un pouvoir qui méprise la loi. C'est bon de le rappeler, c'est pas inutile. Oui, moi je pense que c'est très important en fait de dire qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose qui est contraire à la loi, de le souligner. Voilà. C'est pas plus de l'étonnement que du rappel. Voilà. Ça me rappelle aussi le texte, c'est pas l'ambassadeur des États-Unis, c'est un responsable du département d'État qui avait dit dans une visioconférence, suivie par des journalistes à Alger, il a dit que ce qui importe pour les Américains, c'est le formalisme électoral. Et donc là, apparemment, on va le respecter. Alors, on va passer à la contribution de Mouloud Hamrouche. Il a publié un texte dans le Watan cette semaine, un long développement académique, je dirais, sur ce que devrait être l'essence d'un État. En l'occurrence, celui pour lequel les Algériens se sont battus contre la France et les rôles qu'une armée devrait s'abstenir de jouer au sein d'une société. Alors, je vais commencer par toi, Hassan Wali. Il a publié cette contribution à l'Ouatan. Est-ce que tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré la veille même. Moi, je le vois à Mouloud Hamrouche, c'est un homme que je vois depuis régulièrement, depuis au moins 2010-2011 et surtout à partir de 2014. Je veux d'abord souligner qu'il est en bonne santé. Il est dans une forme athlétique exceptionnelle. Ça tranche vraiment avec la... Tu as fait une course, Non, on revoit son mètre. Non, il n'est pas sur un fauteuil roulant. Oui. Il a quel âge? Et il doit avoir 75 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai pas pu arracher beaucoup de choses en discutant avec lui autour de son texte, parce que même si son texte est clair, hein, et contrairement à ce que dit Hassan Amarouche dans le soir d'Algérie, qu'il est énigmatique et tout, moi je pense que c'est un texte d'une clarté absolue. Il parle un peu de la situation de l'Algérie. Il nous dit, c'est important quand c'est Amarouche qui le dit, et que nous avons des députés mais pas un parlement, nous avons des ministres mais pas un gouvernement, et là il nous dit il n'y a pas d'État, c'est-à-dire nous avons un président mais sans l'État. Oui, alors c'est un texte qui commence de manière personnelle, hein, où Mouloud Hamrouche écrit au tout début: beaucoup n'avaient jamais noté et d'autres de ma génération, et continue, avait simplement oublié que la proclamation de novembre 54 avait posé comme objectif la restauration de l'État national souverain. Et donc moi, quand j'ai vu ce début personnel, ça a un peu soulevé mon enthousiasme, qui a très vite été refroidi, parce que tout de suite après, c'est un long développement un peu académique, théorique. Il fait appel à des exemples. Quand il parle de l'Algérie, non, il parle de l'Algérie réelle. Non, il parle de l'Algérie réelle quand même. Donc, je voudrais vous demander... Non, c'est bien, oui, c'est bien. La transcription de ce texte, j'ai lu sur plusieurs supports différents, en arabe, en français. Ce que j'ai pu relever du premier coup d'œil, c'est que, sur tout le texte, il parle de l'armée, il parle du gouvernement, il parle de l'État, mais il n'y a aucune phrase sur le peuple. Il ne parle pas des gens, il ne parle pas des Algériens, il parle de l'armée, il parle du gouvernement, il parle de l'État, mais il ne parle pas des Algériens. Il n'y a pas eu une seule allusion aux Algériens sur ce texte-là. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ce que j'ai remarqué. Hein. Moi, j'ai remarqué aussi, pour moi, c'est un contraste frappant par rapport aux autres textes des contributions précédentes, où chaque personnalité politique a fait une contribution. Je pense à Jamal Znati, dans le Watan toujours, ou à l'Irdiri. Il y a une description de la situation des Algériens et de l'Algérie aujourd'hui qu'on ne trouve pas dans ce texte-là. Le peuple a été exclu de ce texte. L'Algérie se limite à l'armée et au pouvoir. Il faut peut-être... non, c'est un texte qui se situe dans le temps long.
les gens ont besoin de réponses aujourd'hui. 5e mandat, candidat, qui sera candidat contre lui? Ce sont de fausses questions. Lier les Algériens à l'immédiat, c'est une fausse question. Hamrouche essaye de situer les choses dans le temps long. C'est la construction d'un État. On oublie, il y a des détails, des petits détails qu'on oublie. La génération qui a fait la guerre de libération et les générations juste avant qui ont fait forger le mouvement national, c'est une génération qui a vécu l'absence de l'État algérien. L'Algérien qui est né dans les années 70 ou les années 80, pour lui, l'État algérien, c'est une évidence. Il est là. Mais ces gens-là savent que l'État algérien n'est pas quelque chose qui est garanti. Et ils rappellent comment cet État a été forgé. Et j'ai beaucoup discuté avec les gens de cette génération. Ils ont le culte de l'État. Ils n'arrivent pas à critiquer l'État et à critiquer l'armée, l'armée algérienne, c'est elle qui a créé l'État quand même. Donc, ils sont dans une position sur Abdou l'État. C'est leur histoire. Aujourd'hui, quelqu'un qui est né après l'indépendance et qui a vécu une situation totalement différente, il n'a pas cette perception-là. Et pourtant, Hamrouche dit, voilà comment les États se sont constitués à partir de l'Europe, comment on a séparé le roi et l'État, ensuite comment on a séparé Dieu et l'État, comment on a créé des États pérennes qui ont garanti l'indépendance et la prospérité de leur peuple. Et il dit que nous, et pour arriver à l'Algérie, dans ces États, l'armée n'a pas d'allégeance au roi, au gouvernant, au khalifa, le khalifa ou le sultan. L'armée a une allégeance. Pour connaître ça et savoir ça, on peut prendre beaucoup de bouquins qui parlent de ça. On n'a pas besoin de Hamrouche pour connaître ces notions-là. Mais la situation politique du pays d'aujourd'hui, elle en est où? Les gens qui gèrent le pays, l'ensemble de la classe politique a oublié ça. C'est l'ABC c'est oublié. Allez le dire à M. Ouyahia, à M. Président du Conseil constitutionnel, président du Sénat, il faut leur dire, il faut rappeler à ces gens-là. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Les Algériens sont partout présents dans ce texte. Et parce que l'idée fondamentale, c'est tout ce qui se travaille le texte, c'est l'idée que les Algériens doivent être des citoyens, qui doivent jouir des libertés, et que l'État n'est pas le gouvernement, et que l'État doit protéger les libertés. D'ailleurs, c'est même avant la notion de sécurité. Les libertés des gens, c'est primordial, et c'est ça qui fait que les gens s'intègrent dans un pays, deviennent membres d'une nation. Ce que décrit Mouloud Hamrouche, c'est en fait une perte petit à petit du sentiment de beaucoup d'Algériens d'appartenir à une nation, parce que l'État algérien est tellement défaillant, pour ne pas dire inexistant, parce qu'on a un système de pouvoir, on a, au lieu d'avoir des militants, on a des gens de Merzen, qui saluent, qui soutiennent, qui font de l'allégeance, et il date ça. Moi, je trouve ce qui est remarquable, c'est qu'il a daté, c'est qu'en 62, on a pris le mauvais virage, le jour où on a éliminé l'esprit militant, le pluralisme, et on a décidé que les gens ne doivent plus faire de politique, que l'État doit gérer. Et tout ça, à mon avis, c'est parler des Algériens. Ce n'est pas parler d'une fiction. C'est de montrer que l'État, à force d'être une fiction, peut pousser les gens à des replis. Et nous les voyons à des replis de toutes sortes, houmistes, régionalistes, culturalistes, et c'est ça qui fait que c'est une alerte, c'est encore une nouvelle alerte. Les gens en général attendent. Pourquoi Hamrouche, à 3 mois des élections présidentielles, il a fait ce texte? Mais il le fait. Mais je veux dire, c'est bien de le faire à 3 mois des élections présidentielles, parce que c'est le moment où les gens s'intéressent, commencent à s'intéresser, parce
parce que très souvent les gens sont oublieux, parce que de plus en plus on a un simili-État qui est séparé de la société. Les Algériens roulent par eux-mêmes, l'informel il est dominant. C'est ça qui fait que le texte de Hamrouche est important. Les gens sont tellement conditionnés par ce qui m'apparaît à moi comme étant une absurdité. Le 5e mandat, c'est une absurdité. Les gens sont conditionnés, c'est pavlovien. Quand quelqu'un parle, demain, un autre responsable politique, Saïd Saadi, fait une déclaration demain. Les gens vont attendre quoi? Voilà, il y a la phrase sur sa participation ou pas à la présidentielle. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'État qui était en train d'être construit depuis l'indépendance a pris le mauvais virage et que les gens ne font plus allégeance à l'État qui est l'incarnation juridique de la nation et de la société. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et donc les gens ne font plus allégeance à l'État, ils font allégeance à des personnes, à des groupes, à des clans, à des tribus, à des régions. Et voilà, il fallait rappeler, il fallait sonner le rappel. J'ajouterais quand même, c'est faire preuve c'est douter de l'intelligence de Mouloud Hamrouche que de croire que Bouteflika n'est pas candidat actuellement. Il le sait comme toi et moi, et s'il a fait ce texte, ce n'est pas pour aller sur ce terrain-là. Il pose d'autres questions, beaucoup plus fondamentales. Ça concerne le rôle de l'armée, effectivement, et c'est important. Aujourd'hui, est-ce que les citoyens pèsent de manière substantielle? Il existe, mais ils pèsent pas. Aujourd'hui, les destinées des Algériens ne sont pas dépendantes de leur volonté. C'est une réalité. C'est le peu de forces organisées qui décident. Hersen, à toi, je veux poser la question de savoir, en fait, pas sur son texte, mais sur lui-même, c'est-à-dire comme homme politique. Moi, ça me pose un problème de le voir, de ne pas le voir, et de le voir seulement à la veille des élections. C'est-à-dire, quelle démarche, ça répond à quelle démarche? Est-ce que c'est un homme politique? Ça, ce n'est plus un problème. J'en ai déjà parlé une fois au Café Presse Politique. Mouloud Hamrouche a refusé de camper le personnage du leader de l'opposition, dont il avait les qualités et de mon point de vue la légitimité pour l'incarner et l'assumer au lendemain de la première élection de Bouteflika. Hussein Ahmed, qui est entre guillemets sur le volet démocratique un petit peu le père spirituel de Mouloud Hamrouche. Il avait fait sa crise son malaise cardiaque pendant la campagne électorale, et donc il revenait légitimement, Mouloud Hamrouche, d'être l'opposant pendant les premières années du bouteflikisme, mais il a choisi de ne pas le faire, de rentrer chez lui et de démobiliser éventuellement une mobilisation qui pouvait se faire contre le bouteflikisme. C'est un choix que j'ai régulièrement contesté, y compris auprès de Mouloud Hamrouche. La semaine dernière, j'ai rappelé que j'étais proche de Mouatana. En 99, j'étais dans le staff de la communication de Mouloud Hamrouche, dont j'ai soutenu la candidature. Je considère toujours que c'était l'homme qui pouvait garantir la meilleure transition politique pour l'Algérie, et que nous avons raté quelque chose d'essentiel en ne pouvant pas l'avoir à la tête du pays, surtout quand on compare avec les années Bouteflika. Je referme la parenthèse pour pouvoir dire ce que je pense de ce que Bouteflika. C'est une posture qu'il a prise, elle est cohérente. Dans la longue durée, elle est cohérente. Bouteflika, Hamrouche considère qu'il n'y a pas grand-chose à tirer des institutions telles qu'elles fonctionnent dans l'Algérie de Bouteflika, que ça ne sert à rien de faire un parti politique, que ça ne sert à rien de militer, parce que de toute façon, ça va déboucher sur des impasses. Et Ali Benflis, qui a fini par faire le choix inverse, après l'élection de 2014, à mon avis, ils sont morts un petit peu les doigts, parce qu'il s'est retrouvé dans un personnage qu'il voulait être messianique, un personnage de recours pour l'État, pour la République, en réserve de la République, et en même temps en s'engageant avec Talaya al-Hurriya, il a rompu cette image-là. Mouloud Hamrouche conserve cette image de recours. Il peut à tout moment être l'homme de la solution, en restant sur ses arrières. Le problème, c'est que je vais dire quelque chose de grave. Mouloud Hamrouche, de mon point de vue, a fréquenté trop longtemps une double culture, la culture de l'armée et de l'étatisme, et puis une culture centraliste. Moi, je reconnais une double parentalité chez Mouloud Hamrouche. Celle de Hussein Ahmed, qui a été un activiste, qui réfléchit, analyse la situation et action. Et puis celle de Abdelhamid Mahdi, qui est, quoi qu'on dise, celle des centralistes du mouvement national, puisqu'on est en train de parler du mouvement national, qui est une analyse qui ne débouche pas sur l'action, qui est une analyse qui reste ex nihilo, qui fait des diagnostics, mais qui ne débouche pas, qui va poser des postulats qui vont
paralyser l'action politique. Et je pense que le Mouloud Hamrouch de ces dernières années est un Mouloud Hamrouch mahriste, il n'est plus Mouloud Hamrouch Aït Hamd, au sens où de l'action. Il a peut-être très peu été dans sa vie. Et moi, je suis très frustré par le fait d'avoir la qualité d'un texte comme cela, à un moment comme celui-ci. Il est totalement anachronique. Mouloud Hamrouch est, avec ce texte-là, totalement dans l'anachronie. Les Algériens n'attendent pas un texte de ce type. Les Algériens attendent un texte qui leur dise... Le diagnostic, quelque part, ils l'ont fait avec leurs mots. Ils attendent des réponses sur comment on peut sortir de cette situation-là. Et Mouloud Hamrouch peut prendre. Il a des idées sur les solutions. Il ne veut pas les avancer parce qu'il ne veut pas être apparenté à un candidat. Mais bon, c'est pas un problème. Il peut les avancer. Ça ne veut pas dire qu'il est candidat. Il peut donner des pistes. Il y a eu un printemps arabe, il y a eu la Tunisie, il y a des éléments, il y a des ingrédients pour proposer des solutions aux Algériens. Il ne le fait pas. Et moi, je le déplore vivement et je déplore le fait qu'il a attendu 3 mois de l'élection pour nous faire un texte. Quand on sort de la lecture de ce texte-là, on n'en garde rien du tout. Voilà. Exactement ça. On n'apprend rien de ce texte-là. Et c'est, on pourrait prendre le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, vous allez tirer les mêmes conclusions. C'est une synthèse du contrat social. Le mec, il a fait une synthèse et il l'a placé. Je comprends l'indignation de Qadi Hassan. C'est vrai que, bon, on attend plus de l'action, du concret de Mouloud Hamrouch. Mais Hamrouch, il est cohérent, mais il est réaliste aussi. Hein. Il l'a rappelé à plusieurs reprises. Il sait que dans la situation politique algérienne, l'accession au pouvoir ne peut se faire de manière démocratique. Ne peut se faire. Ils ont essayé, ils ont tenté le coup de 99. C'était quand même de poids lourd de la politique. Et ils ont fait bloc et ça n'a pas marché. Et dans un contexte où tu veux dire lorsqu'ils se sont tous retirés en même temps? Voilà, ils se sont. À ce moment-là, ils ont vu que c'était pas possible. Et Hamrouch, il avait dit sa fameuse phrase. Il a dit. Si l'armée ne décide pas, si l'armée décide d'un candidat, il passe. Moi, ce qui me gêne, je me gêne dans la diatribe d'Ahsan, c'est que ça fait fi de ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on a eu 92, on a eu l'arrêt du processus électoral, on a eu basculement dans une guerre civile, on a eu élimination de toutes les réformes, et aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'armée qui est au pouvoir, avec une devanture bouteflérienne, et est-ce que tu vas encore une fois entrer en confrontation? Ça ne mène à rien. Les Algériens l'ont essayé, les gens continuent de faire ce match, soi-disant 92, c'est les islamistes. Non, c'était une partie de la société algérienne qui s'était retrouvée en confrontation avec l'armée. Et est-ce qu'il faut rebelote, refaire les choses et se remettre dans des situations conflictuelles? Non. On peut avoir la sagesse de dire, d'essayer de parler à la raison des gens. C'est pas nécessairement que ça va être entendu, et pour vous dire, attention, aujourd'hui, plus personne n'est en mesure de contester le pouvoir, que ce soit Bouteflika ou celui qui viendra après, mais de plus en plus, la société va à volo, ça se démembre, c'est un rappel, il a fait des rappels, il y a des États constitués qui étaient constitués, qui se sont déréglés. On a le Soudan qui s'est cassé en deux, on a des États qui sont brisés, la Syrie, etc. Il faut pas faire semblant de dire que c'est rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quel que soit le mot qu'on lui donne, il y a une recherche d'une forme de consensus pour revenir à la raison et construire l'État qui a été voulu par les gens du mouvement national. Le reste, ça devient, appelons les gens à sortir dans la rue, ils vont se faire casser la gueule, il faut dire les choses, ils vont se faire matraquer, et ce sera pas la gestion démocratique des foules. Voilà, c'est tout. On est dans un état d'annoncer en termes d'organisation de la société. Désolé, les centralistes disaient la même chose au printemps 54. On est exactement dans le même scénario. C'est-à-dire que j'ai entendu une phrase historique dans ce plateau. Le pouvoir cherche, et ça fait une semaine, quelque chose qui bouge pour pouvoir. Le pouvoir a besoin que ça bouge un petit peu pour pouvoir ne pas être totalement ridicule avec le 5e mandat. En creux, on comprend. Il faut surtout ne rien faire parce que si on fait quelque chose, on aide
On aide le projet du 5e mandat. Là, j'entends la même chose. Il faut absolument rien faire. Il faut éviter la confrontation. C'est ça que j'entends. Non, il y a du travail à faire, mais qui n'est pas nécessairement d'entrer dans une confrontation qui ne sert à rien. C'est un militant. Il y a plein de militants en Algérie qui font leur travail. S'il n'y a pas de confrontation, s'il n'y a pas d'agressivité, quand je parle d'agressivité, je ne parle pas de violence, je parle d'agressivité. S'il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'agressivité, prenez-la déjà. On n'a même pas besoin d'être ici. La confrontation, elle est obligatoire. Si je pousse pas ce verre-là, il va pas bouger. Je vais mettre mille ans à lui parler, ce verre-là, il va jamais bouger. Mais il faut quand même que je le pousse un peu pour qu'il bouge. Un tout petit peu. Voilà ce que je veux dire. Le grand soir, c'est une belle idée, séduisante, c'est enthousiasmante. Mais il y a un détail qui n'a pas été relevé. Le texte de Hamrouche a été rendu public quand? Le 12 janvier. C'est le jour où l'armée a décidé de mettre fin au processus électoral. Démocratique. Et donc, l'acteur principal du pouvoir dans ce pays, il est là, on le connaît. Hamrouche a choisi ce jour-là pour leur dire, depuis 92, vous allez dans une direction qui est, le résultat, c'est que l'État est en train de s'effriter. On n'est plus dans la discipline de l'État, on est dans la discipline. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui traînent des cadres, ou ils des cadres, ou ils abdou des cadres? On y est. Ça veut dire... Voilà, donc il faut ramener les gens à la lucidité. Mais qu'est-ce qui se passe? On revient à des normes. Les normes, c'est l'État, c'est l'esprit de l'os, l'ALN, l'armée telle qu'elle a fonctionné plus ou moins bien depuis l'indépendance. Il y a une trajectoire qu'il faut rétablir, c'est l'État. Maintenant, comment les gens peuvent se greffer à ça? Chacun est libre d'agir. C'est pour ça, ce qui me permet de dire, moi, que Hamrouche n'est pas candidat, Hamrouche ne sera pas candidat. Il a dit il y a 20 ans, il ne sera pas candidat de l'armée. Aujourd'hui, seul le candidat de l'armée peut être élu, donc Hamrouche n'est pas candidat. C'est-à-dire, il faut évacuer cette question. Ce texte n'est pas lié à une candidature, il n'est pas lié à une conjoncture, il est lié à l'avenir de l'État algérien. Voilà, c'est de mon point de vue, je termine sur ça. Il n'y a plus beaucoup d'autorité morale dans le pays. Hamrouche est l'un des rares survivants de cette génération qui avait ce sens de l'histoire, du temps, de l'histoire au sens long terme. Et il essaye de faire des rappels parce que il pouvait faire ce texte en 2 phrases en disant le pouvoir est devenu fou. Ce texte signifie clairement le pouvoir est devenu fou. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Moi, je voudrais quand même... moi, encore une fois, je dis... Rapidement, Hassan il y a l'histoire écrite, faite, qui est en train de se faire, mais il y a l'histoire à faire. De Gaulle, quand il s'est retiré, personne n'imaginait un jour qu'il allait revenir au pouvoir. Personne. De 1947 à 1957, Ramadi, gouvernement Ramadi, 10 ans. Voilà, 10 ans. On a enterré De Gaulle, on a oublié De Gaulle. Et la situation historique de la France a conduit à ce qu'on rappelle De Gaulle. Je sais pas pour comparer, mais c'est ce que tu fais. Non, c'est pas pour comparer. C'est pas pour. Aujourd'hui, Hamrouche, il fait un texte. Pour moi, il est d'une clarté absolue. On n'a pas besoin d'efforts pour décrypter. Voilà, on n'a pas besoin d'un effort politique intellectuel pour décrypter son texte. Il n'est pas candidat. Tu veux qu'il soit candidat? Il est candidat. Non, mais ça règle. Il a dit. Le jour. Non, tu as un homme politique qui est en retrait, qui dit je ne suis
suis pas candidat. Est-ce qu'il peut avoir le droit d'émettre des idées et voilà, je ne pense pas que ça soit mais la on critique. est dans ce train-là. Non. Jamal Znati a fait un texte, il n'était pas candidat, mais moi je veux faire la comparaison. Je trouve que le texte de Jamal Znati, à moi, citoyenne algérienne, ça m'a parlé, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui a répondu. Je peux exprimer une critique contre Mouloud Hamrouche sans qu'on me dise, il faut qu'il soit candidat. Non, moi je parle des critiques qui lui reprochent qu'il ne montre pas ce qu'on doit faire. Il ne le montre pas. Il fait une analyse d'une situation. Il n'est pas candidat. Le reste, c'est à nous tous d'essayer de faire quelque chose. Ce n'est pas spécialement lui. Voilà. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que il dit clairement qu'il n'est candidat à rien. Il n'est candidat à rien. Oui. Mais Boudiaf aussi a disparu dans l'histoire, mais l'histoire de l'Algérie a fini par le rattraper. Hamrouche, ce qu'il dit aujourd'hui, il nous donne à voir un peu l'état du pays, l'état de l'Algérie, qui est un état de délabrement général. Tout est déstructuré, les partis, les syndicats, les institutions de l'État qui n'existe pas, la manière de la gouvernance telle qu'elle est menée depuis quelques années, qui est une non-gouvernance. Et c'est une façon de dire, j'ai un plan pour ce pays aussi. Hein. Oui. Il n'a pas besoin de parler de l'élection présidentielle, de parler de manière directe pour parler de l'élection présidentielle. D'accord. Hassan, mais est-ce que et Hamrouche, il coche un peu toutes les cases, mais est-ce qu'on va vers lui pour lui dire tu sauves le pays? Je ne sais pas. Il y a peut-être une dernière considération dont je voulais parler, c'est le climat général dans lequel se trouve le pays. Et quand il rappelle l'os, et la période d'avant en 54 et puis toutes les douleurs de la guerre de libération, c'est une manière de dire que les choses, les problèmes d'un pays, ça se règle pas sur 3 mois ou là sur 6 mois. Il faut avoir une vision de construction sur le très long terme. Je suis désolé, l'activisme n'est pas très efficace sur ce terrain-là. D'accord, on va finir la première partie. Avant de la finir, je voulais quand même poser une question à Ihsan sur un tout autre sujet qui n'est pas du tout Mouloud Hamrouche, mais le Huffington Post a publié un article sur l'enterrement de l'épouse du général Toufir, et tu as notamment reçu une critique cinglante de la part de Abdallah Ben Addouda, qui dit: on fait du commentaire politique farfelu en comptant le nombre de présents dans un enterrement, une femme est morte et on parle de son mari indécent. Donc le commentaire Ben Addouda, il est venu sur un tweet que tu as fait toi de cet article. Est-ce que ça a été indécent de faire cet article? Est-ce que c'est une limite éthique qui a été dépassée? Il ne faut pas que tu m'en veuilles, mon ami. Je trouve que tu es devenu un wasp de la côte Est des États-Unis un peu trop vite. Parce que tu oublies qu'on vit en Algérie. Ah, ça c'est trop facile, Ihsan. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent? C'est borderline. Je trouve que c'est devenu un wasp de la côte Ouest. Et il aura tout le temps de me répondre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent? En Algérie, on prend dans un système fermé, dont tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas prendre de l'information sur ce qui se passe politiquement, etc. Dans une conjoncture que, justement, je reproche à Mouloud Hamrouche d'avoir complètement balayé de son texte, qui est celle du stress du peuple algérien. Qu'est-ce qui va se passer? On est à 3 mois des élections. À quelle sauce on va être mangé? Voilà. Dans une situation comme celle-là où la présidence de la République, le ministère de la Défense, à 3 reprises, fait des communiqués où il lance un battage contre les cercles occultes. Et tout le monde sait très bien que ces cercles occultes mènent tous au général Toufir. Quand on a, nous, les journalistes, l'occasion de prendre la température pour savoir où on est le général Toufir dans son influence, dans son réseau, etc. Et que ça peut se passer à l'occasion du décès de son épouse, Allah yarhamha ala kulli hal. Pourquoi on priverait les Algériens de cette information-là? Les gens qui l'ont, est-ce que les officiels prennent en charge ces obsèques? Est-ce que les officiels le considèrent toujours comme quelqu'un d'important? Est-ce que ses amis vont venir à ces obsèques-là? Comment lui, il va se comporter avec un événement comme ça? Quand lui, il a été au cœur de l'actualité, on en a parlé à chaque émission, ici, pendant 3 semaines ou 4 semaines. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent quand le pouvoir ne nous laisse que ces possibilités-là pour informer les Algériens sur les rapports de force, sur les allégeances, sur les intentions, etc. À l'occasion d'un événement qui est malheureux, qui est douloureux, qui peut être considéré comme privé, mais qui se déroule dans l'espace public.
qui se déroulent dans l'espace public. Ce sont des moments. Le sort du gouvernement Tebboune, ce sont des photos de Saïd Bouteflika se tapant dans le dos de Ali Haddad qui ont scellé son sort. On savait tous que dans les semaines qui allaient venir, ça s'est passé à un enterrement, celui de Reda Malik. Reda Malik est un grand homme. On a réglé des dossiers au cours de l'enterrement de Reda Malik. De ce point de vue-là aussi, on est dans l'indécence. Les photos ont fait le tour et on a fait une lecture politique. Moi, je pense que les journalistes étaient, pour ceux qui ont tenté de faire la couverture de cet événement-là, dans leur rôle d'essayer d'informer les Algériens. Il n'y a ni voyeurisme, il n'y avait pas d'appareil photo, il y avait une tentative de décrypter ce qui est en train de se passer dans ce pays, et ce qui se passe dans ce pays est suffisamment grave pour justifier qu'on tente de le faire, y compris à l'occasion d'un événement de ce type-là. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ça avant la fin de la... Non, mais le papier de Huffington Post est très juste. Alors, c'est un papier à faire. Il manque l'avis de Abdallah Ben Haddouda que je défendrai la semaine prochaine. Non, c'est un papier à faire. Alors restez avec nous, c'est la fin de la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons nous poser la question, que font les Algériens pendant ce temps? Merci, à tout de suite. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique et pour commencer cette deuxième partie, nous voulons écouter ce chant de bonne année qui nous vient des stades d'Alger. نضرب طوزة نتخلوى ونشوف هاديك العروسة رجالها كادو بزاف شباب يجيها من احنا بتعطيلو بوسة واللي بلي رايديراتو مع فرنسا واحنا صاحبتنا المؤسسة دايرينها لتعذيب الشباب عن سعيد ميناك نخمم ونقول ما سالم عين عن سعيد بيهم ماشي لينا والصوالي غير. Que font les Algériens pendant ce temps, pendant que ceux qui les gouvernent décident ou ne décident pas de la tenue d'une élection importante pour le pays, décident de ceux qui se présenteront à cette élection et de la suite? On vient d'écouter un extrait d'une chanson qui est devenue l'hymne des stades depuis un mois dans les stades d'Alger. C'est un long réquisitoire. Le tableau du pays y est très sombre. La critique de ceux qui nous gouvernent y est féroce. Est-ce que c'est un peu le thermomètre ou est-ce que c'est un peu c'est l'habitude dans les stades? Ihsan, c'est toi qui fréquentes. C'est le groupe Torino, donc c'est un des groupes des ultras du Mouloudia qui est très intéressant parce qu'il sort des tifos d'une qualité exceptionnelle. Avec il y avait notamment le Barghouti une fois sur pratiquement 18 panneaux du stade du 5 juillet, la libération de Barghouti, des messages contre les politiques, etc. Donc, ça s'est un peu radicalisé ces derniers temps. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que ça s'est un peu radicalisé ces derniers temps. C'est important. Il y a eu les bagarres avec la police, il y a eu la nuit bleue à Bab el-Oued, le Hagara. Et en fait, ce qui revient le plus quand même, c'est le mot d'ordre.
Floca au GPS. Floca au GPS, c'est pas la bonne réponse. C'est ça. Voilà, c'est le harga. C'est le harga. Donc, mais il y a aussi de la défiance vis-à-vis de l'État, clairement. Aujourd'hui, de plus en plus. Et là, je vous dis, vous avez pris un texte très soft. Hein. Ça, c'est vraiment soft. C'est le premier couplet. Voilà, parce que la suite est plus hard. Il y a d'autres textes, pas forcément des mêmes personnes. Ils disent quand même que le mot SSA, c'est pour ta'dib shabab, c'est-à-dire la justice. Oui. Non, mais c'est-à-dire la justice aussi, mais etc. Ça, c'est soft. Oui. C'est très soft, ça. Il y a des. Par rapport à ceux qu'on entend dans les stades à Constantine, tu veux dire Non, pour toute l'Algérie, pas Constantine seulement. Est-ce que tous les Algériens sont aussi en colère que ça? Il y a vraiment des textes qui sont des appels à l'émeute. C'est des appels à l'émeute. Et c'est ces textes-là qui chauffent les supporters à l'intérieur des stades. Ils les préparent à la sortie du stade. Ils sortent. Oui. Alors justement, je reste sur toi. Abdelkrim, tu es venu aujourd'hui, tu étais au rassemblement meeting, qui a été fait aujourd'hui à la Maison de la Presse en solidarité avec Adlan Mellah, qui est de nouveau en prison et qui est en grève de la faim depuis... ça fait 24 jours. Hein. Et donc toi-même, Moi, j'ai pas fait de grève de faim. Non, tu n'as pas fait de la grève de la faim, mais toi-même, tu es journaliste qui a fait de la prison, et éditeur de presse qui sort de prison. Donc... c'est-à-dire, il y a un climat aussi de répression. Oui, c'est évident. Il y a un climat de non-acceptation de la différence. Oui. Il voudrait qu'on soit tous dans le même moule. Et dès qu'on est légèrement différent, on cherche à couper, pas de couper la tête, mais je vous dis franchement, madame. Voilà. Avec du recul, tout ce que je garde de cette histoire-là, vraiment avec du recul, malgré que cette histoire-là, elle n'est pas finie. Oui. Les forces de l'ordre, la police m'ont déjà envoyé plusieurs convocations. Et chaque fois, je me suis présenté à la convocation. Il n'y a aucune raison pour que je ne me présente pas à la police. Quand la police m'envoie une convocation, je n'ai absolument rien à cacher. Ce que je garde de ça, pourquoi ça a été fait de cette manière-là. Il suffit de m'envoyer une convocation, je serais parti comme d'habitude. Pourquoi envoyer une dizaine de policiers, 3 véhicules de police et faire ce cinéma quelque part même s'il y a un problème en justice ou la darcha et tout ça, mais en justice, ça va se régler en justice. Donc avec du recul, c'est de la violence gratuite. Oui. Ça vous a étonné? Ça m'a plus qu'étonné. Ça m'a plus qu'étonné. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du fait que Hamrouche rappelle combien l'État n'est pas là, combien l'État est à terre, c'est pas de l'étonnement, il faut le rappeler. C'est ça. D'où l'importance de dire à chaque fois, il y a les lois, on n'est pas d'accord, peut-être elles vont changer un jour, mais que les institutions doivent se plier au formalisme. Cher ami, pour revenir pour Hamrouche, non, c'est pas sur la discussion de tout à l'heure. Vous avez donné son âge tout à l'heure. Vous avez donné son âge. Et la quel âge, monsieur Hamrouche? Vous avez 75 ans, vous avez dit. 75 c'est ça. 75 ans. Je m'attends à ce que soit Hamrouche ou quelqu'un d'autre en réalité. À partir de 75 ans, qu'est-ce qu'on m'a dit 200 ans le mec? Quand est-ce qu'il va faire un truc concret sur le terrain? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est une autre façon de voir les choses. Non, il faut être sur le terrain. Toute personne dit communiquer, texte. Non, je vais être un peu méchant. D'accord, soyez méchant. Ce n'est pas parce que vous avez fait une semaine en prison que vous allez dire à Hamrouche, il faut être sur le terrain. Hamrouche, quand il avait 16 ans, il est monté au maquis. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'avons pas de leçons à donner à ces gens-là. Oui, certainement. Nous n'avons aucune leçon à leur donner. Hassan, on n'est plus sur Hamrouche. Non, juste pour dire. Non, on n'a Hamrouche. Mais là, Hassan, c'est bon, on a bien compris. Oui. C'est pas une question de jeunesse, d'âge, de génération. C'est plutôt la jeunesse des idées. Parce qu'on peut avoir 20 ans et avoir des idées complètement surannées, complètement dépassées. On peut avoir 80 ans et avoir des... Alors, la question, c'était que font les Algériens? Est-ce que les Algériens sont en colère en 2019? Ils étaient en colère en 88. Ils étaient en colère en 90
Et la colère a été poussée dans les années 90 jusqu'à pousser les choses à la guerre civile. Non, allons-y. La colère ne s'est jamais arrêtée. Le problème, c'est que nous avons, il faut le dire, un système pervers dont la mission principale, et c'est ça qui est l'anti-État, la mission principale, fondamentale des directives permanentes, c'est d'empêcher les gens de s'organiser. C'est ça. Et le jour où, effectivement, il y a émeute, ce n'est pas une émeute contre l'État. Ça tourne tout de suite à la guerre civile. Moi, j'ai vécu en 2011, c'est-à-dire au moment où la Tunisie, puisqu'on parle du 8e anniversaire de la Tunisie, on a eu des émeutes similaires en Algérie et en Tunisie. Et en Algérie, ça a tout de suite muté en confrontation entre Algériens, entre jeunes Algériens. Et à Fort-de-L'Eau, c'est-à-dire Bourj El Kifane, tu avais les gens qui habitaient la périphérie de Bourj El Kifane, du côté de Bateau Cassé dans les bidonvilles, qui sont descendus à la ville avec l'intention de détruire le Baladia, la poste, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de Bourj El Kifane ont pris des bâtons pour essayer de se défendre. Parce que, à défaut d'organisation, la colère uniquement, ça fabrique de la guerre entre les Algériens, ou après tu as la réaction sécuritaire de l'État qui vient damer le pion à tout le monde. Et c'est ça la réalité. On est en défaut d'organisation, on n'a pas d'État qui empêche, parce qu'un État sérieux protège les libertés, pousse les Algériens à s'organiser, à se structurer pour qu'ils puissent lui-même apporter des réponses. Et même quand il veut prendre des mesures dures, parce qu'il arrive que le contexte économique fait qu'on peut prendre des mesures dures, il peut trouver des gens qui parlent avec raison. Aujourd'hui, on est dans l'anomie. Il faut le dire, ça peut sortir comme ça des colères et ça dérape dans la destruction, dans les violences, et ça ne mène nulle part. Voilà. C'est ce que je dois dire. Vous m'avez cassé mon effet, parce que moi je voulais dire que le CPP a bien changé, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec Mme Habsiya en train d'écouter les chants des supporters du Mouloudia. C'était pas vraiment la vocation du CPP. C'est un changement bien ou pas bien? Non, moi, ce que je note... Elle est bonne. Je vous jure, elle est bonne. On est... Quand on ramasse tout ça, on est totalement à la fois dans la présidentielle, dans le texte de Hamrouche et dans la société algérienne. On est au cœur de tout ça. La colère dont a parlé Saïd, elle est là depuis longtemps. Moi, ce n'est plus la colère qui m'inquiète. Ça fait longtemps. Je suis en profond désaccord avec les activistes algériens sur un point très simple. Ce qui pose problème, ce n'est pas la colère. Ce qui pose problème, c'est l'incapacité de l'État et des institutions à répondre à cette colère. Il n'y a plus rien en face. Il faut qu'on se rende compte. Et le pouvoir a géré en distribuant la rente, les salaires, quand il y avait beaucoup d'argent, etc. Et les gens mettent aujourd'hui la barre tellement haut qu'il est impossible, même à un pouvoir sérieux, bien organisé, de répondre à tout ça. Alors, nous avons une société qui se disloque, et en face, il n'y a rien. Moi, ça devient mon inquiétude. La réflexion doit se porter aujourd'hui, non pas sur comment canaliser ou la contrôler avec la colère ou pour essayer de faire avec cette colère pour renverser les choses. La réflexion doit porter comment faire en sorte que l'État, que les institutions puissent assurer un minimum demain quand ça va exploser. Alors justement, il y a peut-être un contre-exemple au fait qu'il y ait d'absence d'organisation ou impossibilité à répondre aux demandes. C'est celui du mouvement des chômeurs dans le sud de Ouargla, qui est en train d'évoluer, qui a commencé par être un mouvement qui revendique des emplois et qui aujourd'hui, cette semaine,
a fait une déclaration pour dire qu'ils veulent l'autodétermination du peuple algérien. C'est-à-dire qu'ils appellent tous les jeunes d'Algérie à adhérer à leur mouvement dans le sens pour réclamer l'autodétermination. Donc, Saïd, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est inquiétant? Juste un détail. Voilà. On n'est plus tout jeune, donc on est concerné ou pas dans l'autodétermination? Si les jeunes, c'est jusqu'à 70 ans, donc ça peut aller. Donc, voilà. Donc, mais c'est bien. Moi, je trouve quand les gens posent les choses en termes politiques, c'est magnifique. C'est-à-dire, moi, j'aurais été inquiet si les gens de Ouargla auraient dit mouvement d'autodétermination du Sud. Mais là, ils sont dans la tradition de l'opposition algérienne, que ce soit le FFS, le PRS, etc., qui considèrent que à l'indépendance, comme Hamrouch l'a dit, pour ne pas, c'est que on a bifurqué. On a spolié la souveraineté du peuple algérien et qu'il faut rétablir cette souveraineté. Et pour la rétablir, il faut défendre l'idée d'un État qui protège toutes les libertés. C'est la seule manière. Il faut mettre les libertés avant la sécurité parce que c'est les libertés qui apportent la sécurité et c'est pas l'inverse. Et ce mouvement-là, moi, je le trouve très positif, qu'il pose les choses dans ces termes-là. C'est très positif et si j'étais jeune, j'adhérais. Voilà. Moi, je suis très inquiet. Réellement inquiet. Quand je constate la déconsidération de l'État. Je cite un exemple. L'affaire Tamsi, là, le petit jeune Ayesh qui est mort dans un puits. Ouais. Bon, c'est la protection civile. Est-ce qu'ils étaient compétents, ils n'étaient pas compétents, ils savaient faire, ils ne savaient pas faire, etc. J'en sais rien. Je ne suis pas qualifié pour juger. Mais la manière dont le Wali a été rabroué, la manière dont on en a fait, lui, le responsable de cette faute-là. C'est-à-dire cette réaction d'une société dont l'essentiel de la composante rejette tout ce qui est État. Ça m'inquiète sérieusement. C'est la déconsidération, la dévalorisation de l'État, de ses représentants, de son fonctionnement, de ce qu'il fait, y compris quand il fait les choses bien, y compris quand l'État algérien, même l'État Bouteflika, il a quand même distribué des centaines de milliers de logements. Et ben tu trouves des gens qui publient des vidéos, ils disent social, on est 5. Et les commentaires sur les réseaux sociaux vont tous dans le même sens. C'est-à-dire, tout ce que fait l'État n'est pas bon. Ça c'est grave, ça. Deux choses. D'abord, ce qu'on vient d'écouter, les supporters dans les stades, ça contredit totalement ce que peut penser Ammar Ingrachen et tous ceux qui pensent que les Algériens ne s'intéressent pas à la politique. Contrairement à ce que pense Akram Khairf qui dit ils s'en foutent pas, ils s'intéressent. Voilà. Oui, parce que ça voilà, parce qu'ils passent leur temps à dire les Algériens ne s'intéressent pas. C'est vrai qu'Akram l'a dit la semaine dernière, ils s'en foutent. Il y a certains qui pensent il reviendra te répondre la semaine prochaine. Parce que les Algériens ne s'intéressent à rien, ça ne les intéresse pas à la politique. Ils ne s'intéressent pas à la politique, ils sont d'ailleurs et tout. Non, les Algériens s'intéressent de manière sérieuse à la politique. Ils essayent de faire de la politique avec les moyens du bord et ils expriment plus que de la colère, plus qu'un ras-le-bol. Ils sont dans la demande de quelque chose. Pour aller sur le deuxième point, je suis en désaccord total avec ce que vient de dire Abed. C'est pas un rejet de l'État. Quand on conteste un Wali, c'est pas l'État qui est contesté, parce qu'il y a une contestation de ce qu'incarne ce Wali. Pour beaucoup de gens, et à juste titre, il n'incarne pas l'État. Il incarne la hogra, il incarne l'injustice, il incarne le copinage, il incarne le clientélisme. On sait comment fonctionnent les Walis. Les Walis ont une responsabilité importante dans ce pays. On ne peut pas dire que c'est pas seulement des subalternes. Il y a une demande de l'État dans tout ce que font les gens, dans leur colère, dans leur mobilisation, y compris dans les expressions un peu violentes. Il y a une demande de l'État. Et qu'est-ce qu'ils disent? Où est l'État? C'est le mot d'ordre qui revient souvent. Ils font la part des choses. Ils disent que ils parlent d'un pouvoir qui a spolié l'État, qui a privatisé l'État. C'est ça qui est dangereux. C'est ça, l'État est menacé parce qu'il est privatisé. Parce qu'on confond, quand on entend souvent Ouihia, il se confond avec... Alors, il est l'État.
il est le système, il est le pouvoir. Et qu'il n'arrive pas à faire une séparation entre un pouvoir et un État. C'est que dans la tête de Yahya, il pense que tout ce qui est contre lui est contre l'État algérien. Bouteflika pense que tout ce qui le conteste... L'État s'affaiblit. L'État s'affaiblit, tout simplement. Non, mais pour rester dans ce que font les Algériens pendant ce temps-là, les Algériens font de la politique, ils s'intéressent, ils se bagarrent, ils se battent depuis toujours, et ça va être comme ça. Même dans une situation démocratique, ils vont continuer à se bagarrer, et c'est tant mieux. Ersan, il y a aussi toutes les annonces de grève, celles des enseignants, les retraités de l'armée qui vont marcher à Alger. Il y a tout ça. En même temps, on a du mal à évaluer, on a du mal à savoir si on est sur une courbe ascendante de la colère ou pas. Enfin, j'ai entendu dire que la colère a toujours été là, elle n'a pas toujours été là dans la même intensité. Saïd Jafar a rappelé que l'État est arc-bouté, organisé, le pouvoir politique, pour empêcher les Algériens de s'organiser. Donc c'est ça. Règle directive, c'est la directive constante. J'ajouterai que l'État s'est organisé pour ne jamais savoir ce que pensent les Algériens. Et en l'occurrence, répondre à la question de cette deuxième moitié du CPP, est-ce que les Algériens sont en colère? À mon avis, c'est très difficile. Oui. Parce que on n'a pas d'instrument de mesure. On ne sait pas dans la durée comment les opinions des Algériens sur leur gouvernement, sur leur situation, leurs attentes, etc., comment ça a évolué. C'est très difficile. Il y a des sociétés sophistiquées comme la France, entre guillemets, qui ont ces instruments d'évaluation, de sondage, et qui ont quand même été surpris par le mouvement des Gilets jaunes. Que dire d'une société comme la société algérienne où on évolue dans un brouillard complet? J'ajouterai. Faire une observation rapidement. Le taux de participation aux élections est très faible. Non. Ça donne à voir un peu. C'est un indicateur par défaut. Ah oui, ça donne à voir. C'est compliqué de le faire. Je voulais noter que c'était compliqué de le faire et je voulais faire passer ce. Nous, à Interface Média, on veut toujours commander un sondage d'opinion électorale. Et il se trouve qu'on ne trouve pas d'agence de sondage prête à assumer les questions que nous voulons poser aux Algériens. Nous avons pris l'engagement devant ces agences de sondage de publier les résultats tels qu'ils viendront parce que nous faisons confiance à leur professionnalisme. S'ils nous disent qu'une majorité d'Algériens soutiennent le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika, nous sommes prêts à le publier au risque de... voilà. Non, il y en a qui ont commandé des sondages chez nos collègues de la presse et qui n'ont pas édité ces sondages parce qu'ils n'aimaient pas les résultats. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Et donc, par contre, les questions, ce sont nos questions, les questions que nous voulons poser. Et ces questions-là, le petit écosystème de la publication de sondages n'est pas prêt à les assumer. C'est dire où est-ce que nous en sommes arrivés en Algérie. J'ajouterai, par rapport à la colère des Algériens, pourquoi on a du mal à la cerner, savoir si elle est forte ou pas et sur quoi elle va déboucher ou pas. C'est parce que l'Algérie s'est beaucoup différenciée depuis octobre 88. Depuis octobre 88, il y avait 80% des Algériens qui étaient salariés chez l'État. Le salaire, il était défini par le budget de l'État. Et il y avait la pénurie, c'était les entreprises publiques et on n'en avait plus à importer. Le basculement vers la colère était facile, il y avait beaucoup de monde qui était emporté tout de suite vers le chômage, l'inflation, etc. La pénurie, donc l'inflation. Aujourd'hui, c'est très différencié. Il y a des très riches qui peuvent résister, il y a des moins riches qui peuvent résister. Il y a des classes moyennes qui ont encore de l'espoir d'émerger à la rente. Et il y a des exclus qui peuvent, comme en janvier 2011, faire renverser la table. Il y a des ouvriers qui ne se battent pas comme avant parce que, voilà, c'est différencié. La société algérienne, c'est beaucoup différencié. D'où le besoin encore d'évaluer, de bien savoir où est-ce que ça s'oriente. Et je pense que la peur qu'évoque et l'inquiétude qu'évoque Abed Chehef tout à l'heure, elle doit être infiniment plus forte chez le pouvoir parce que le pouvoir, c'est privé des moyens de savoir ce que pensent les Algériens. Et le jour où ça va changer, parce qu'il y aura toujours un moment, puisqu'il n'y a pas d'interlocuteur pour comprendre que l'État doit être construit, le moment où c'est la rue qui le rappellera, eh ben, ce moment-là, je pense qu'il l'appréhende beaucoup parce qu'il ne le voit pas venir. Voilà, l'appel est lancé. Si vous êtes une agence de sondage et que vous êtes prêt à assumer nos questions, s'il vous plaît, nous sommes preneurs. Abdelkrim, c'est la fin de l'émission. J'aimerais terminer avec toi. Quand est-ce qu'on relance ça Ton matériel a été... Mon matériel a été saisi, mais moi j'ai déjà acheté un nouveau matériel. Et, très bien. Je compte lancer le nouveau studio le 2 février. La date a été fixée. On va faire une fiesta. Très bien. Et on va passer l'invitation à tous nos amis. Je viendrai avec chez plaisir. les prisonniers, on est là. On peut faire un CPP à Constantine. Ce serait une excellente idée de faire un CCP à partir de Constantine. D'accord. Avec, mais quelles conséquences ça va avoir
Ça, on ne sait pas encore. On verra. On va appeler ceux qui sont venus pour toi à nous soutenir là-bas. On fera une deuxième réunion à Constantine. En tout cas, c'est une très bonne idée. Je la soutiens. C'est la fin du CPP. Merci à nos auditeurs. Merci à Soumeya Frikali à la réalisation, Mohamed Bouktash à la production et Nabil Allawa à l'image. Merci à tous les invités et à la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.